Allez, maintenant on va parler du pervers narcissique, un petit peu parce que là la vidéo ça commence à être très long, je suis désolée, mais c'est un sujet tellement sensible et c'est un sujet tellement que je veux développer et je veux que vous compreniez ce que c'est vraiment une relation toxique. Pour moi je suis obligée de parler de tout ce qu'il y a autour, de tous les signes, de comment ça peut impacter, etc. Alors, un pervers narcissique ou une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique est une personne qui a une image dévalorisante pour elle-même et du coup qui se valorise en rabaissant les autres. Vous pensez à quelqu'un là, non? Moi aussi. Et pas qu'à une seule personne, hein. Le pervers narcissique ne se remet jamais en question et c'est une personne qui est très maligne et très forte pour se faire passer pour la victime. Et du coup, ce qui fait que la victime, la vraie victime, se rend compte en fait au fil du temps que en fait c'est elle le problème et ce qui fait qu'elle a du mal à comprendre que la relation n'est pas normale et à comprendre que en fait c'est pas elle le problème, mais la personne en face. Alors je vais vous citer un peu d'exemples de signes, on va dire, ou de comportements à capter chez un pervers narcissique. Donc je vais vous les lire directement car je connais pas par cœur tout ce que j'ai écrit. Donc une pervers narcissique, généralement, elle entretient une communication floue. Elle n'est pas très claire dans ce qu'elle dit ou alors elle est contradictoire. Elle change fréquemment d'opinion, elle raconte souvent des mensonges, elle éprouve énormément de la jalousie, est incapable d'avouer ses torts ou d'assumer la responsabilité de ses actes, est incapable de reconnaître les besoins ou les sentiments d'autrui, est continuellement en quête de reconnaissance ou de succès, présente parfois plusieurs visages, par exemple le passage d'une profonde tristesse à la colère lorsqu'il est contrarié, ou alors un exemple que je peux vous citer, la personne, le pervers narcissique peut avoir un visage différent quand il est avec ses beaux-parents que sa propre famille, voilà. Le pervers narcissique n'est pas conscient du mal qu'il provoque, cependant l'influence qu'il exerce sur autrui est très bien calculée. Quand je vous dis que ces personnes-là sont très malignes, c'est pas pour rien. Ces personnes-là sont très dures à évincer ou à vraiment faire comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que ces personnes-là ne savent pas qu'elles sont comme ça, hein. Pour ces personnes-là, c'est très normal, hein. Et si t'es pas comme eux, t'es qu'une sombre merde. Donc c'est ça le pire, c'est qu'avec les personnes comme ça, ils se rendent tellement pas compte de leur comportement. Pourtant ils sont très forts, ils sont très malins, ils calculent tout, mais ils se rendent tellement pas compte que pour jouer les victimes c'est encore plus facile pour eux et c'est encore plus facile à le montrer à tout le monde. Et tout le monde autour en plus marche dans son jeu, hein. C'est ça le pire, c'est qu'ils sont tellement forts que c'est toi qui te fais passer pour la conne ou la mauvaise personne. Du coup, on va passer à la victime du pervers narcissique. Donc, ce qu'elle peut ressentir, je vais vous citer quelques exemples. Donc, la victime peut ressentir de la culpabilité. Parce que le pervers narcissique est très fort, très fort, pour faire ressentir de la culpabilité. La victime d'un pervers narcissique se sent dévalorisée, reçoit de nombreuses critiques, ne se sent plus elle-même, et sent qu'elle doit faire attention à tout ce qu'elle va dire et tout ce qu'elle va faire pour ne pas contrarier l'autre. Donc pour résumer tout ça, je vais vous le regrouper en plusieurs parties pour que vous compreniez mieux. Et si vous voulez prendre des notes, je vous écrirai tout, parce que pour moi c'est vraiment important d'écrire les choses, ça peut énormément aider. Si vous vous sentez mal, écrivez les choses, faites des recherches sur internet, vraiment aidez-vous à croire que vous pouvez croire en vous, voilà. Aidez-vous à chercher des solutions, aidez-vous à vous assurer que vous avez raison. Donc, premier point, le pervers narcissique est un séducteur hors pair. Et ça, qu'est-ce que c'est vrai? Le pervers narcissique, il sait vous séduire, vous dire ce qui vous plaît et ce que vous voulez entendre. Dans une relation amoureuse, il est l'homme idéal. Hein? Et ça, ils savent le montrer, hein. Le prince charmant attentionné, qui vous comble, hein, beaucoup de paroles surtout, qui vous comble de paroles. Jusqu'au jour où le masque tombe, où pas mal de personnes commencent à comprendre que c'était un peu beaucoup de blabla. Et là, quand ça se passe comme ça,
cette personne-là, elle va vite devenir odieuse ou elle va vite être sur la défensive. Deuxième point, le double visage. Donc généralement, le pervers narcissique choisit une cible. Il la séduit, puis lui rend la vie infernale. Mais de l'extérieur, rien ne paraît car il reste adorable avec les autres, donc l'entourage. Les gens ont du mal à croire le témoignage de la victime. Si un jour vous décidez d'arrêter la relation, ou même si un jour vous décidez de libérer une vérité et quelque chose qui vous a fait que ça y est, vous pouvez enfin le dire, vous vous sentez prête, et qu'au final on a du mal à vous croire parce que le pervers narcissique arrive tellement à faire croire de choses aux autres que du coup c'est vous qui passez pour une conne quoi, et on vous croit pas. Bon, heureusement, il y a beaucoup de personnes bien, hein, merci. Heureusement, il y a beaucoup de personnes bien pour vous faire comprendre que ces personnes-là vous croient et que ces personnes-là ont cerné le jeu de la personne. Voilà, donc pour revenir à ça, les gens ont du mal à croire le témoignage de la victime, qui est souvent considérée comme folle, dépressive, voire paranoïaque. 3. L'utilisation de la violence. Ah, la violence, qu'elle soit physique ou morale, elle fait partie des techniques d'intimidation et d'humiliation du pervers narcissique envers sa victime. Les critiques sont permanentes. En public, elles se font toujours en finesse. Ou en privé, où là... De la violence verbale à la violence psychologique permanente, le manipulateur franchit parfois la barre de la violence physique lorsqu'il se sent menacé ou lorsqu'il sent que la victime peut dévoiler une vérité qui pourrait le foutre dans la merde. 4. Isoler et diviser pour mieux régner. Pour être parfaitement sûr que la victime ait continuellement besoin de lui, le pervers narcissique coupe peu à peu tous les liens qui unissent la victime à ses proches ou son entourage. Sa propre famille est parfois même retournée contre elle. L'isolement est total. Et ça, mais j'insiste vraiment sur les mots là, peut-être que vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, mais c'est vraiment grave, c'est pour vous faire comprendre que ces personnes-là existent vraiment. J'en ai encore la preuve autour de moi. L'isolement du coup est total. Et je vous promets que ces personnes-là existent, j'insiste encore, ils existent. 5. L'attrait immense pour l'argent. On considère souvent que les pervers narcissiques comme des maniaques de l'argent. À juste titre, car au-delà de la possession et de l'humiliation de la victime, il s'octroie largement les revenus de sa victime afin de la contrôler davantage. C'est fou comme quand on a vécu l'expérience, on se rend compte encore d'énormément de choses. C'est 6. Gare aux phases de lune de miel. Comme je vous ai dit précédemment, il y a beaucoup trop de blabla pour le peu d'action qui montre. Gare aux phases de lune de miel, c'est ça. C'est ça. C'est qu'il y a tellement de paroles qu'au final, derrière, il y a 0 acte ou allez, 2-3 actes. 7. Le pervers narcissique est dénué d'empathie. Le trait de caractère, ou plutôt cette perversion de la personnalité, est typique. Il ne ressent ni chaud ni froid en voyant sa victime souffrir et se détruire car il ne l'aime pas. Au contraire, il éprouve même une certaine jouissance à la voir dans la détresse. Bon, ça, j'avoue que ça fait partie des principes du pervers narcissique assez développés quand même. Là, c'est vraiment puissance x 10 000. Hein. Mais c'est possible. 8. Le mensonge au quotidien. Chez les pervers narcissiques, c'est pathologique. Ils mentent en permanence pour se faire valoir, être flattés, admirés et aimés par leur entourage. Car c'est cela qu'ils cherchent, surtout. Ils s'attribuent, du coup, parfois même les qualités et succès de leur victime. Hein, c'est grave ça. Tant que la soif de reconnaissance est grande. 9. Les déviances sexuelles. Elles ajoutent une nouvelle ombre au tableau de ces personnalités. En couple, le pervers a des demandes sexuelles de plus en plus exigeantes, entre parenthèses, parfois violentes. 10. Intelligent, il est souvent paranoïaque. Et il se méfie de sa victime. Ainsi, si elle veut fuir, il lui faudra beaucoup de prévoyance, de discrétion, et ne faire confiance à personne pour l'aider, car le pervers narcissique aura sans doute disposé des espions parmi ses amis et son entourage.
et sera prêt à tout pour la punir de ce départ. Je m'explique. Il m'est arrivé, je m'explique pour expliquer un peu ce dernier point parce qu'il est un peu compliqué à comprendre. Il m'est arrivé d'être en soirée en boîte de nuit et donc j'ai passé ma soirée et ça me semblait bizarre parce que mon ex à l'époque, il m'a rien dit. Il m'a plutôt dit bah, profite de ta soirée, tout ça. Donc là j'ai dit oula, pas bon tout ça, j'ai l'habitude à ce qui s'énerve, à ce qu'il soit pas d'accord avec le fait que je sorte, à ce qui me rende fou quoi. Et en fait le lendemain j'avais appris que j'avais été pistée toute la soirée en fait, voilà. Je voulais vraiment profiter de ma soirée quoi, vraiment me libérer de cette relation qui me prenait comme ça et je voulais vraiment profiter avec mes copines sans être surveillée parce que j'étais déjà tous les jours surveillée. Donc du coup ben, j'ai appris que j'avais été pistée, voilà, que mon ex de l'époque avait demandé à des collègues à lui d'aller à cet endroit-là pour me surveiller, voilà. Donc pour résumer le point numéro 10, c'est ça. Ok, donc je vous ai fait un très long résumé de tout ce qui est relations toxiques, pervers, narcissiques. Généralement les deux, ça va ensemble. Que j'ai besoin de vous dire et de vous faire comprendre, c'est que vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est une expérience que j'ai vécue. C'est une expérience que j'ai eu du mal à me sortir et c'est une expérience qui a mis du temps avant que je me rende compte de beaucoup de choses. Le conseil que je peux vous apporter, c'est de vivre pour vous et rien que pour vous. Et surtout d'en parler. Voilà. Moi, mon premier déclic qui a suivi à la rupture a été d'en parler à mes parents. Voilà, j'en avais déjà parlé avec mes amis, mais les amis c'est différent, c'est pas pareil. Et puis quand on est en couple, on a plus souvent tendance à zapper ses amis que sa famille. Donc moi ce qui m'a sauvée, ça a été mes parents. Parce que je leur ai parlé, je leur ai montré certaines choses et ils m'ont fait comprendre que c'était pas du tout normal. Donc là ça m'a fait du bien parce que ça m'a confortée dans mes avis en fait, dans ce que je pouvais ressentir et ça m'a montré que j'étais pas toute seule. Donc s'il vous plaît, s'il y a des personnes qui se sont reconnues tout au long de la vidéo, qui ont reconnu leur compagnon tout au long de la vidéo, s'il vous plaît parlez-en. Si vous ne savez pas à qui en parler, contactez-moi sur mon Instagram que je vous mets juste ici et parlez-moi. C'est très important d'en parler et de s'en libérer parce que généralement ça suit à la prise en compte et ça nous permet de se rendre compte de ce qu'on est en train de vivre et de comprendre que c'est pas normal. Maintenant on va passer à tout ce qui est témoignages et histoires qu'on a pu m'envoyer en MP. Déjà la première histoire avec laquelle je vais commencer, c'est une histoire assez longue mais qui m'a énormément émue quand je l'ai lue. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais vous lire, donc vous allez beaucoup écouter. Donc les personnes qui restent jusqu'à la fin, franchement merci, c'est cool et c'est très intéressant et respectueux envers les personnes qui ont traversé ça. Et je vous en remercie d'avance. Alors en fait, je suis restée avec un homme pendant presque 2 ans. Ça s'est fini l'année dernière. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans cette relation, au début, tout allait bien, mais ça a vite dégringolé. Pour ma part, j'ai des soucis de santé depuis maintenant 6 ans. Et à la période où je l'ai rencontré, j'étais pas très bien dans ma tête à cause de l'harcèlement et de certains décès dans ma famille. Donc je me faisais du mal. On se connaissait du collège, mais quand on s'est revus, ça a été l'amour fou. Tout de suite, on s'est mis ensemble et c'était vraiment super. Puis il a commencé à aller de moins en moins bien et à jouer de ça pour réclamer mon attention au maximum. Moi, à cette époque, j'étais complètement obnubilée par lui et totalement amoureuse. C'est au bout de quelques mois que ça s'est très vite empiré. Il est devenu très jaloux. Il supportait pas que je sorte avec des amis, même des filles, que je sorte sans lui, que je parle à des potes hommes. Il a commencé à me rabaisser et à me faire du chantage affectif en fonction de son mal-être. Du style, si tu fais ça, j'irai mieux, si tu fais ça. Forcément, moi j'étais complètement aveuglée pensant que c'était par amour, mais plusieurs disputes ont éclaté où j'ai fini extrêmement mal psychologiquement et où j'ai recommencé à me faire du mal. Et il a utilisé ça contre moi.
Au début, en se faisant passer pour la victime et me faire culpabiliser dans le style « c'est à cause de toi que je suis mal ». Puis, ça a été du chantage. Par exemple, si tu sors, je me ferai du mal comme toi, tu t'en fais. Alors déjà, quand t'es avec une personne qui est fragile psychologiquement, tu t'amuses pas à t'en servir pour la rabaisser encore plus. Ça c'est inhumain et c'est pas de l'amour. Mais rien qu'en y repensant, c'était tellement plus que ça. L'été dernier, avant que je mette fin à cette relation, a été le pire. Et ça m'a traumatisée. De plus en plus de disputes ont éclaté. J'en avais parlé à certaines amies et je commençais tout juste à ouvrir les yeux sur la situation alors que j'essayais de m'éloigner de lui. J'avais de moins en moins envie de passer du temps avec lui et surtout j'avais plus du tout envie d'avoir des relations sexuelles avec lui car j'avais peur. Et j'avais tellement peur et peu confiance en moi, mais cet été lors de plusieurs soirées entre amis en commun, il a réussi à se faire passer pour la victime, pervers narcissique, en attirant toute l'attention sur lui et en racontant mensonge sur mensonge. Puis d'un coup, il changeait son humeur en allant très mal, en pleurant, pour que tout le monde soit auprès de lui. Certains amis que j'avais m'ont accusé de ne pas être là pour lui et de ne pas l'aider. Et quand on se retrouvait seul lors de ces soirées, il me rabaissait encore et encore. Et les nuits pendant ces soirées-là où l'on dormait ensemble, il a profité de moi et m'a agressée sexuellement. J'étais pétrifiée, je savais absolument pas quoi faire, alors j'ai juste fait semblant de dormir. Je m'en veux énormément pour ça. La dernière soirée qui a eu lieu chez moi en présence de mes parents a été le déclic. L'après-midi, il était venu m'aider à préparer et plusieurs fois il m'a envoyé chier, alors je l'ai pris à part en m'énervant car j'en pouvais plus, il avait le marteau dans sa main. Entre parenthèses, on plantait les sardines pour les teintes. Il s'est levé et j'ai vraiment cru qu'il allait me frapper. J'ai essayé de l'éviter le plus possible toute la soirée en m'occupant. Lui s'approchait de moi en me montrant bien qu'il allait mal. Il voulait que tout le monde le voie, alors il restait la tête baissée. Et il est parti tout seul. Des amis sont allés le voir et sont revenus me voir en me disant qu'il voulait en finir et que c'était ma faute. La nuit, il a recommencé à me toucher. Moi, je restais sans rien dire. Le lendemain soir, quand il est parti, j'ai éclaté en sanglots avec ma mère et je lui en ai raconté une petite partie suite à ça. Je lui ai envoyé un message en lui disant que c'était fini. Les semaines suivantes, il m'a harcelé d'appels et de messages. Je l'ai bloqué de partout. Sur les réseaux, il s'est créé de faux comptes pour me surveiller et tenter de me parler. Ça c'est quelque chose de très dur parce que quand on t'harcèle alors que tu veux mettre fin à une relation, et que tu sais que t'aimes un minimum encore la personne, c'est très très dur de surmonter ça. Et franchement, big up à toi, ma poulette, d'avoir réussi à surmonter ça. Des amis ont tenté de nous remettre ensemble. J'ai jamais raconté entièrement cette histoire à personne. Désolée, c'est vraiment long. C'est pas grave, on est là pour ça. À la rentrée, il était dans le même lycée que moi. J'ai tout fait pour l'éviter. Il me laissait des mots dans des casiers, essayait de me parler. Ça m'a détruite cette relation et encore aujourd'hui, je suis victime de lourds traumatismes. Il y a des choses que je n'arrive même pas à écrire. La fin de l'année, avant les vacances, j'ai commencé à aller un peu mieux. J'ai fait beaucoup de sorties, mais j'avais développé une peur envers les hommes. Une amie à moi m'a présenté un ami à elle, avec lequel on a fait des soirées. On s'est très bien entendu, j'allais un peu mieux, j'ai commencé à développer des sentiments envers lui, mais je n'ai rien dit car j'avais extrêmement peur et je savais que j'étais pas prête pour une relation. Puis il est sorti avec une amie à moi, alors j'ai laissé tomber. Et cet été, on a refait plein de sorties avec 4 amis et lui il était là. On s'est rapprochés et c'est fin de l'été que j'ai su qu'il avait des sentiments pour moi aussi. J'ai été claire directement en lui disant que je n'étais pas prête à être en couple. Il a compris, mais on a continué de se parler quasiment 24 heures sur 24. Mais j'ai commencé à m'ouvrir à lui parler un peu plus de moi, de mes projets, de mes loisirs, mes croyances. Et je suis un peu tombée de haut de ses réponses. Très fermé d'esprit et terre à terre, il n'a pas accepté ma vision des choses et m'a imposé son opinion en disant que le mien n'avait pas à avoir lieu. Il a rabaissé mes projets de vie en disant que je n'y arriverais pas. Il a rabaissé mes croyances en disant que c'était faux, que ça n'existait pas. Ça, c'était comme dirait un chrétien que Dieu n'existe pas. Chaque discussion où on avait des petits débats finissait en dispute car il m'imposait sa vision, sa vérité, ne s'accordant aucun bénéfice du doute et en m'envoyant me balader. Je me suis sentie très mal et même dans les émotions que je ressentais,
d'illégitime. Je lui ai parlé de mes soucis, de ma dépression, de mon anxiété et je me suis sentie illégitime de ressentir tout ça. Il a tout piétiné. La dernière discussion, il m'a reproché de ne pas être démonstrative. Je lui ai expliqué que c'était lié à un certain traumatisme. Et même s'il essayait, il ne pourrait pas comprendre sans l'avoir vécu. Et ça, c'est vrai. Quand on n'a pas vécu de relations toxiques, quand on n'a pas vécu certaines situations, on ne peut pas se permettre de juger et on ne peut pas se permettre de dire « je te comprends, j'ai été à ta place, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Non, non, non. Et que je lui souhaitais de ne jamais vivre ça, il m'a envoyé chier en me disant ironiquement « oh mais oui, c'est vrai que t'es tellement unique que personne ne peut te comprendre ». Et a continué le message en me rabaissant. Cette fois-ci, je ne me suis pas laissée faire et je me suis énervée. Alors je lui ai dit tout ce que je pensais sans être insultante ou en lui manquant de respect. Je n'ai jamais eu de réponse, ça va faire 3 semaines. D'un côté, je sais qu'en continuant comme ça, je me faisais du mal et je ne pouvais pas m'infliger ça. D'un autre côté, il me manque énormément et a laissé un grand vide. Alors j'attends encore un message de sa part ou quelque chose, je ne sais pas vraiment quoi faire, je m'en veux énormément. J'aimerais changer tout ça, mais je ne veux plus me laisser faire et qu'on me brise à nouveau. Conclusion de cette histoire. Donc quand tu vis une relation comme ça, dès que tu arrives à t'en sortir, il peut se passer que tu rencontres encore une personne qui va encore te faire du mal. Et le problème, c'est que quand tu arrives à te sortir à nouveau de ça, c'est que tu as des séquelles, tu as des traumatismes qui restent et tu peux encore... même si tu l'as vécu, tu peux encore le revivre et encore te raccrocher à certaines choses alors qu'au fond de toi, tu sais que c'est pas bon pour toi. Après, si la personne qui m'a envoyé ce message regarde cette vidéo, tu sais ce que je pense de tout ça, on a beaucoup parlé après et je t'ai beaucoup conseillé. Alors ma belle, tout ce que j'ai à dire, tout ce que je vais dire à toutes les fins de l'histoire, c'est pense à toi, rien qu'à toi et tu vois par la suite pour les autres choses, voilà. Mais la priorité dans la vie, c'est toi et personne d'autre. Allez, deuxième histoire. Salut Léa. J'ai vu ta story et ce sujet me tient aussi à cœur. Déjà, merci pour ce que tu fais, c'est vraiment beau. J'ai vécu une relation toxique pendant 3 ans avec le père de mon fils. Cette histoire s'adresse à toutes les mamans qui vivent une relation toxique. J'ai vécu une relation toxique pendant 3 ans avec le père de mon fils. Tout se passait bien au début. Ça a commencé quand j'étais enceinte de 6 mois. La première fois qu'il me frappe, ça a duré jusqu'au mois de septembre 2020. Les coups, les critiques, les humiliations à me rabaisser, à me juger en permanence, me donner des coups pour une assiette mal lavée. Jusqu'au jour où je lui ai dit que j'en pouvais plus et que je comptais partir avec mon fils. Et là, attendez, il faut que je vous relise un passage qu'on a vu. Voilà, on revient sur le petit 3, l'utilisation de la violence concernant le pervers narcissique, de la violence verbale à la violence psychologique permanente et à la violence physique aussi. Le manipulateur franchit parfois la barrière de la violence physique lorsqu'il sent que sa victime est sur le point de partir ou sur le point de faire éclater une vérité. Du coup, revenons à nos moutons. Et là, il m'a littéralement démonté. J'étais en sang par terre. Et là, j'ai décidé d'appeler la police. J'ai hurlé mon adresse au téléphone pour qu'ils viennent au plus vite. J'ai été prise en charge par les pompiers puis amenée à l'hôpital. Ils ont embarqué mon ex. Ça s'est suivi d'un procès et d'une condamnation. Mais je me suis jamais sentie aussi bien à l'heure d'aujourd'hui. Je suis suivie par un psychologue et une assistante pour me reconstruire. Moi, franchement, ça me touche. J'ai une montée d'émotions là. Et c'est pas fini, j'ai encore plein d'histoires à vous raconter qui sont autant chaudes. C'est des histoires chaudes quoi, ça craint. Mais vraiment, respect à toutes ces personnes-là. Respect à toutes les personnes qui vivent des situations comme ça. Et respect à toutes les personnes qui en sortent des choses positives et qui s'en sortent, voilà, tout simplement. Allez, histoire numéro 3. Coucou, j'ai vu ta story pour raconter nos relations toxiques, alors je suis restée 1 an et demi avec un militaire. J'étais très amoureuse de lui, au début tout se passait bien. Après quelques mois, je recevais énormément de messages de filles en me disant que mon copain m'avait trompée. Mais vu que j'étais amoureuse, je n'arrivais pas à y croire. Il m'a vraiment manipulée et j'ai pardonné toutes ces tromperies. Il m'a trompée 5 fois. J'ai été aveuglée par lui et malheureusement j'ai fait ma première fois avec lui et je regrette énormément. Ça s'est très mal passé,
d'ailleurs, car je pensais à toutes les fois où il m'avait trompée, à chaque fois que je le bloquais, mais il arrivait à revenir et je retombais dedans. Et là, ça fait exactement 6 mois que j'ai enfin réussi à passer à autre chose et ça a été très très dur pour moi. Et aussi pendant notre relation, il me rabaissait énormément. À chaque fois que je me confiais à lui, il se foutait de ma gueule. Et par la suite, ma sœur a voulu le tester et il a fini par draguer ma sœur. Ça en fait des histoires, hein. En tout cas, j'ai répondu à toutes ces personnes et je les ai félicitées, je les ai encouragées. Gros big up à vous, je vous aime. Vous êtes les meilleurs. Histoire numéro 4. Merci pour ce que tu fais. Je pense que c'est important d'en parler car beaucoup le vivent sans forcément en être conscient, pensant que c'est normal, que ce sont des relations normales. C'était mon cas et ça a duré quasiment 4 ans. Et le pire, sur les histoires comme ça, c'est que ça peut durer mais tellement longtemps. J'imaginais que c'était la routine, que son comportement était normal, que j'étais le problème. Il contrôlait chacune de mes interactions, choisissait qui était assez bien dans mon entourage pour rester, entre parenthèses forcément pas grand monde, ce qui est normal. Lisait toutes mes conversations, entre parenthèses il avait tous mes comptes. Ah non, 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 ça je dis non, 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 non. Bordel de merde, bordel. Chaque personne a son concon. Chaque personne doit respecter l'intimité de l'autre. Je sais pas, ayez confiance. C'est pas parce que vous avez pas confiance qu'il vous faut impérativement tous les comptes, tous les mots de passe, voir toutes les discussions. Enfin, je veux dire, vous êtes des grands malades. Il y a des discussions, on n'a pas envie de les montrer. Il y a des discussions avec de la famille qu'on n'a pas envie automatiquement de montrer. Vous êtes des grands malades, je vous le dis. Vous êtes des grands malades, les personnes comme ça. Vous êtes complètement tarés. Vous n'avez pas confiance, ne restez pas avec la personne. Travaillez d'abord sur vous-même pour savoir comment gagner la confiance des autres. Et après, vous pourrez songer à vous mettre en couple. J'ai passé mon coup de gueule. Je reprends. Si je sortais, il fallait absolument que je lui donne des nouvelles, toutes les 20 minutes. Sans quoi, il apparaissait et venait me chercher. Et forcément, aucun ami garçon. Ma vie ne se résumait plus qu'à lui et quelques amis qu'il n'appréciait que très peu. Entre parenthèses, donc automatiquement, je les voyais beaucoup moins. Il contrôlait également ma façon de m'habiller, robe, jupe et décolleté. C'était impensable. Il contrôlait ma façon de me maquiller, la couleur et la longueur de mes cheveux. Et puis, être en désaccord avec lui n'était pas vraiment une partie de plaisir. Quel que soit le sujet, il avait raison. Et je n'étais qu'une folle qui ne faisait qu'inventer. Souvent, nos disputes se terminaient en lui laissant raison car j'avais peur de lui faire face. Car si je forçais trop, il en venait aux mains. M'attraper par le cou, m'attraper le bras ou la tête, frapper les murs ou encore le tableau du bord de sa voiture. Enfin, tout n'est pas là, mais pour moi, tout ceci était normal. C'était la routine d'un couple à mes yeux. Et aujourd'hui, 1 an après, j'ai encore des séquelles de cette relation toxique, mais c'est terminé. Et je comprends de plus en plus que ça n'était tout simplement pas normal. Et si je pouvais donner un conseil aux personnes de cette situation, c'est d'en parler. C'est ce qui m'a aidée et m'a ouvert les yeux, car en couple, on se retrouve à 2 et il est difficile d'avoir un regard externe, difficile de sortir de sa bulle. Et surtout, apprendre à dire non et ne surtout pas s'en vouloir. Je travaille encore là-dessus activement, mais je pense que c'est important de le rappeler. Ah, je vous dis, là je tourne la vidéo, mais hier soir quand je lisais les messages, j'étais pas bien, hein. Il y a même une personne qui m'a fait pleurer. Ok, on passe à l'histoire numéro 5, qui vient de la part d'une personne qui m'a accordé le droit de dire son identité. Alors, je vais juste citer son Instagram. Donc, c'est Camille Healthy Life. Moi, je vais vous le faire à la française. C'est Camille Healthy Life. Voilà. Donc, cette personne-là, vous pouvez aller voir son Instagram parce qu'elle est très motivante aussi. Elle aime le sport aussi. Donc, je vais vous lire ce qu'elle m'a envoyé. J'ai vécu 2 ans, lorsque j'avais 20 ans, avec un homme très toxique. Ça ressemble à mon histoire, mais avec 2 ans de moins. Très manipulateur, menteur, violent, à la limite de la dépression quelquefois. Il m'a coupé de toutes mes amies. Il estimait qu'elles m'influençaient dans le mauvais sens du terme. Je ne faisais plus rien à part boulot et maison. J'étais dans une prison mentale juste folle. Je ne pouvais pas donner mon avis sur telle ou telle chose, ou du moins il me faisait comprendre que mon avis n'était rien d'autre que de la merde. À chaque phrase que je lis, j'ai envie de vous ressortir tout ce que j'ai pu vous ressortir
tout à l'heure là en vous citant les signes, c'est un truc de malade. Il m'a vraiment mis plus bas que terre. Pour lui, je n'avais aucune logique, j'étais bête et tout ce que je faisais ou disais, c'était n'importe quoi. L'emprise psychologique était très dure. Je pensais à cette époque que je ne sortirais jamais de cette relation. J'étais effrayée, épuisée. J'ai eu des envies noires, très noires. J'ai eu envie de mettre fin à mes jours sans le tenter, heureusement. Il m'a détruite psychologiquement et même si cela fait 3 ans que j'ai mis fin à cette relation, j'en garde encore de lourdes séquelles. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vis avec l'homme parfait. Celui qui réussit à me faire oublier tout ça. Il faut toujours garder espoir. Et ça, je suis d'accord avec toi, ma belle. On s'en remet difficilement, mais on s'en remet. Le temps fait les choses et une bonne thérapie aussi sûrement. Il faut en parler de ces violences psychologiques car pour moi, ce sont ça qui m'ont vraiment démoli. Et juste une précision, le pire du pire dans cette histoire, c'est que tout le monde pensait que c'était un gars bien. Bienvenue dans l'équipe, Camille. Donc il faut vraiment se méfier des gens et ne pas faire confiance trop rapidement. Alors, histoire numéro 6. Alors cette histoire m'a été racontée par message vocal. Du coup, j'ai relevé un petit peu tout ce qu'elle m'avait dit. Je vais essayer de vous expliquer et de vous le raconter. Alors, les éléments que j'ai retenus sont que ça faisait 1 an et 1 mois qu'ils étaient en couple. Que la fille et le garçon en problème étaient en couple. Elle me raconte que autant parfois ça se passe bien et quelquefois ça se passe mal. Elle me raconte aussi que le garçon n'a pas de travail depuis qu'ils sont ensemble. La fille a 19 ans, elle est en alternance et elle souhaite une stabilité financière, d'une part pour elle et d'autre part du côté de son mec pour pouvoir gérer l'appartement. Parce que le mec veut à tout prix qu'ils habitent ensemble. Lui dit qu'elle sort des excuses pour ne pas habiter avec lui. Exemple. Oui, ça fait 1 an qu'on habite ensemble. Je veux qu'on habite ensemble tant qu'on est beaucoup des couples qui sont ensemble depuis 1 an et qui n'habitent toujours pas ensemble. La réponse automatique de la fille qui lui vient pendant qu'elle me raconte ça en message vocal, elle me dit « Ben oui, j'en connais des personnes qui n'habitent pas ensemble, mais moi je n'ai pas envie d'habiter avec lui, il me fait peur. » Entre parenthèses, j'ai noté, cette personne-là lui fait peur à ne pas vouloir se stabiliser financièrement et à se stabiliser tout court. Mais c'est déjà un mot que quand t'emploies quand t'es en couple, hein, voilà. Je n'ai pas envie d'habiter avec lui, il me fait peur pour habiter avec lui. Monsieur n'a pas le permis, donc il oblige sa copine de bouger tous les week-ends pour qu'ils se voient. Ce garçon a eu une ancienne relation avant d'être avec la fille qui m'a envoyé un message. Et il y a eu une histoire de perte de bébé. Donc la fille avec qui il était est tombée enceinte et finalement il n'y a pas eu de bébé. Donc son copain là insiste auprès de la fille qui m'a envoyé les messages vocaux. Donc il insiste énormément et lui met une énorme pression, histoire d'avoir un bébé. Donc ce qui se passe, c'est que la fille, tellement elle est oppressée par ça, elle est obligée de le convaincre, de le faire attendre qu'au moins elle termine ses études pour pouvoir envisager un bébé quoi. Donc dans le message vocal, elle me dit aussi que sa maman lui a déjà fait une remarque de sorte « tu as changé, je ne te reconnais plus ». Voilà, donc ça c'est une remarque que la maman lui a faite. Cette fille, donc de 19 ans, a pris des kilos à cause de lui. Donc ça, on peut considérer comme c'est un signe de mal-être. Donc c'est un signe de renfermement de soi-même. J'entends à sa voix qu'elle commence à pleurer. Donc là, ça me touche, parce que là, je sens, là, quand ça se passe comme ça, c'est que la personne, elle en a tellement gros sur le cœur, et la personne, elle a tellement mal en fait, elle souffre tellement de sa relation, qu'elle se met à pleurer automatiquement, parce que dès qu'elle en parle et qu'elle sent que la personne en face est attentive, ça lui fait du bien, donc automatiquement elle pleure parce qu'elle est épuisée, elle est épuisée mentalement, elle est épuisée psychologiquement. Moi j'ai considéré ça comme un signe de détresse, un signe de mal-être et un signe qui montre que la personne est complètement perdue dans sa relation. Elle me dit aussi que son compagnon est très porté sur le sexe. Dû à la tournure de la relation, la fille a de moins en moins envie d'avoir des relations intimes envers son compagnon ou tout court, qui peut être compréhensible. Sauf que son compagnon a une réaction assez insistante. Il arrive à la faire culpabiliser. Par exemple, il lui dit « Ouais, viens, on le fait, tu as plus envie de moi ou quoi ? Ça fait 1 semaine on ne s'est pas vu et même pas t'as envie ?»
Et elle, du coup, ça l'a fait culpabiliser, quoi. Ça l'a fait se sentir mal, alors que pour elle, elle n'a pas envie. Elle va pas se forcer non plus, parce que monsieur lui demande. Et il faut savoir que c'est la première relation de cette fille de 19 ans. Donc elle n'a pas eu d'autres exemples avant. Donc ce qui fait qu'elle a du mal à se rendre compte de beaucoup de choses et qu'elle a du mal à comprendre qu'il faut qu'elle arrête cette relation. Même si j'ai l'impression que hier soir, en me parlant et en se libérant un petit peu, ça a pu lui faire du bien et ça a pu lui faire comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Ok, on passe à la dernière histoire, les amis. Ça y est, on arrive au bout du bout. Allez, histoire numéro 6. Bonsoir, je suis désolée pour l'heure. Je ne sais pas si ce sera utile. Ah oui, parce que alors cette histoire, je m'en souviens, cette histoire concerne les relations toxiques entre collègues et entre amis. Voilà, là, cette histoire-là, c'est par rapport à une collègue de travail, mais il faut savoir tous les signes que je vous ai sortis aujourd'hui dans cette vidéo, tout ce que je vous ai dit concernant une relation toxique, un pervers narcissique, ça marche dans une relation de couple, mais ça marche aussi entre amis, entre familles, entre parents, ça marche de partout. Mais c'était une relation avec un collègue. Il justifiait ses erreurs en disant que j'abusais, j'étais parano et que c'était ma faute. Donc vous voyez, là c'est un collègue, c'est plus un chéri, mais c'est les mêmes signes. À force, il m'en a convaincu, j'ai fini par tout stopper. Il a commencé à me harceler, c'était de pire en pire. Il y a eu des coups, il me suivait ou m'attendait tout en faisant des excuses pour qu'on se reparle. J'ai eu la promotion qu'il voulait au travail, il m'a accusé de harcèlement auprès du responsable, il me faisait toujours des discours pour qu'on reparle. Je l'évitais, ne lui parlais pas, mais j'ai pensé qu'il disait vrai. J'ai fini par tout dire et ouvrir les yeux grâce à mes collègues. J'ai cru être parano, que s'il me harcelait c'était de ma faute. J'ai même pensé à quitter mon boulot, où je m'épanouissais, pour qu'il reste. Je pensais être le problème et moins légitime que lui. Grâce à des collègues témoins, il a été licencié. J'ai appris que je n'étais pas la première. J'ai la chance d'avoir une collègue qui comprend comment je fonctionne. Si elle n'avait pas insisté pour que je parle, je serais encore là-dedans. Il a tout appris de moi pour s'en servir. Il a dit et fait des choses qui m'ont fait me sentir obligée de rester proche de lui. Il y a pire que cette situation, j'en suis consciente, mais j'ai eu droit à des réflexions dehors du travail, comme quoi ce n'était pas du harcèlement, mais que c'était de la drague de gamin, qu'il n'était pas méchant et qu'il était juste insistant, mais rien de plus. Que j'abusais de tout ça parce que j'avais 22 ans et qu'il en a 3 de plus. J'aimerais bien que quelqu'un dise que c'est possible de vivre ce genre de choses, peu importe l'âge. Et ben voilà, tu l'as dit et je le dis pour toi. Ça s'est arrêté assez tôt pour que je n'ai pas de conséquences graves, de séquelles, de traumatisme. Mais j'angoisse à l'idée d'être dans une pièce en présence d'hommes. Je me méfie à chaque compliment. Je suis sur la défensive en permanence. Je ne veux plus qu'on me touche et tout ça c'est minimisé parce que je suis trop jeune pour subir ça. Tout ce que j'ai à dire c'est waouh, 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 waouh. C'est des histoires très poignantes, c'est des histoires qui révèlent et qui confortent en fait tout ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo, tous les signes que je vous ai sortis. Ça montre bien que ça existe, ce genre de personnes, que ce soit dans une relation de couple ou que ce soit dans une relation parent-enfant, que ce soit dans une relation nous-mêmes amis. Donc il faut vraiment réussir à décortiquer en fait tous ces signes que vous pouvez retrouver dans une relation et à savoir si c'est toxique ou pas. Donc pour résumer et terminer cette vidéo qui aura été très longue, si vous voulez sortir de cette putain de relation toxique de merde, parlez-en, livrez-vous, vraiment, parlez de tout ça, parlez des choses qui vous semblent anormales, ne vous laissez pas vous faire prendre le contrôle, voilà, ne vous laissez pas devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Il y a tellement de choses que je pourrais vous dire, mais pour vous raconter un peu mon histoire, parce que vous êtes quand même confiés à moi, donc je me dois de me confier un peu à vous et de vous raconter un peu mon histoire. Donc moi, ma relation toxique a duré 2 ans, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais pour vous dire, elle a duré 2 ans, j'ai été fiancée et c'est allé très loin. Dans la relation toxique est allé très loin. Pour vous dire des petites choses que j'ai pu vivre, donc j'ai pu... je suis désolée mais ça va être très dur pour moi d'en parler.
Je vais essayer d'y aller tranquillou. Bien évidemment, dans ma relation, il y a eu de la culpabilisation, il y a eu des violences physiques comme des violences psychologiques, morales. J'ai été très touchée. Je ne pouvais plus, arrivé à un moment donné, je ne pouvais plus sortir toute seule, ou je ne pouvais plus sortir avec certaines personnes, je ne pouvais plus donner mon avis. À chaque dispute, ça se résumait à quelque chose du passé, donc comme j'ai pu vous citer précédemment. C'était très dur psychologiquement et c'était vraiment très long. Il m'est arrivé un moment où j'étais complètement perdue et du coup, pour faire court, parce que si je commence à vous raconter mon histoire, on en a pour très longtemps, et puis sur YouTube c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais désolée, j'ai du mal à trouver mes mots parce que c'est toujours plus facile d'en parler comme ça, de dire les signes et de lire les histoires des autres et de conseiller les autres. Mais bon, pour ce qui est de nous, c'est toujours plus compliqué. Donc c'est pour ça que quand les personnes qui m'envoient leurs témoignages, leurs histoires me disent qu'elles gardent des séquelles, c'est vrai. Parce que là, même moi, en vous racontant ça, je suis très émue et en fait je me rends compte qu'on garde toujours des séquelles parce que je n'ose pas spécialement encore en parler de vive voix. Et je n'en avais jamais trop reparlé de cette histoire. Je suis désolée. Voilà, donc pour vous montrer que ça touche toujours, on ne sort pas indemne de ces relations comme ça. Et ça a été une rupture très difficile pour moi. Certaines personnes de mon entourage à l'époque ont eu du mal à comprendre ma décision et m'ont très vite dénigrée ou m'ont très vite fait passer pour une personne que je n'étais pas ou une personne sans pitié qui pensait qu'à soi, alors que non, pas du tout. Je cherchais à penser réellement à moi pour me sortir de cette situation-là. Et le plus dur, ça a été ça aussi, la rupture, parce que c'est un moment très difficile. Voilà, parce que c'est facile de conseiller, mais c'est autant difficile de le faire et d'agir en fait. Quitter quelqu'un de toxique, c'est très dur. C'est très dur. C'est très dur parce que, de un, on ne s'y attend pas, parce qu'on le fait à un moment de notre vie où il faut qu'on le fasse. Là, on le sait que c'est le moment. Donc du coup, on s'y attend. Même pas nous-mêmes en fait, on s'y attend pas et du coup tout change, tout change et du coup c'est pour ça que c'est compliqué pour nous. Bref, pour en finir, j'ai réussi à le quitter, donc j'ai été victime aussi d'énormément de points que je vous ai cités, de signes que je vous ai cités. Je n'en dévoilerai pas plus sur YouTube parce que je n'ai pas envie de replonger là-dedans, mais bref. Voilà, pour vous dire qu'on s'en sort tous. Si on le veut, on s'en sort. Si on cherche à s'en sortir, on s'en sortira. Alors vraiment, croyez en vous, pensez à vous et parlez-en. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, malgré la longueur de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses et j'espère que je vous aurai aidé, surtout pour les personnes qui sont dans cette situation-là ou qui s'en sortent. J'espère que je vous aurai éclairé ou que je vous aurai tout simplement aidé à comprendre plein de choses. J'aurais pu couper le moment où j'ai commencé à pleurer, à me sentir mal, mais je l'ai pas fait parce que je trouve ça important de montrer comment une victime de relations comme ça peut se sentir après même des années et des années que ça s'est passé. Je trouve ça important que je vous dévoile un peu mon histoire. Parce que les réseaux, comme je vous l'ai déjà dit en story, c'est bien beau. Mais quand on parle de choses sensibles comme ça qui touchent énormément de personnes, c'est encore plus beau parce qu'on est dans le partage, on est dans la compréhension, dans l'écoute. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, j'arrête de parler. Pour toute question, vous avez les commentaires en bas de la vidéo ou alors je vous mets mon Instagram ici. J'espère que vous sortirez de cette situation pour les personnes qui y sont. Et merci à celles qui ont témoigné, qui ont raconté leur histoire.
Et merci à toutes les personnes qui m'encouragent. Je vous fais de très gros bisous. Merci et à très vite.